Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire où on va parler de dentisterie et d'entrepreneuriat. Je me présente, je m'appelle Cyril Gaillard, j'ai 49 ans, je suis chirurgien dentiste depuis 1998 et j'ai eu mon premier cabinet en 2000. En 2000, je me suis installé à la campagne, à Villeneuve-de-Marsan exactement. J'étais associé avec le fondateur du cabinet qui avait à l'époque 55 ans et moi 25 ans. Et j'ai monté mon équipe tout doucement avec une secrétaire et une assistante. J'ai connu les problèmes de l'association, les difficultés de l'association. Et pendant les premières années, comme beaucoup d'entre nous, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai focusé sur mes compétences cliniques. Donc je me suis formé en implantologie, en esthétique, en occlusodontie. J'ai essayé d'être le meilleur possible. J'ai suivi plein de cours et j'ai pas mal performé. J'ai eu la chance de faire des traitements complexes, de les avoir plutôt réussis. J'ai eu aussi des échecs. J'ai eu la chance de faire des publications en France et à l'international. On pourrait dire que j'avais plutôt une belle pratique avec un cabinet, avec une assistante, une secrétaire et on s'entendait bien. Et finalement, que tout était rose et que tout était bien. Sauf que j'avais certaines frustrations. Les frustrations venaient de quoi? Les frustrations venaient que mon emploi du temps était surchargé. Plein de patients, difficulté de gérer mon agenda. Les frustrations venaient que j'avais pas forcément beaucoup de patients en pourcentage qui acceptaient mes plans de traitement. Je savais faire beaucoup de choses, beaucoup de diagnostics, et par contre, j'étais pas très bon en communication pour expliquer tout ça aux patients. J'étais frustré parce que je passais beaucoup de temps au cabinet dentaire, beaucoup de temps à pratiquer, et peu de temps avec ma famille. Et j'étais toujours entre deux chaises. Voilà, j'étais avec ma famille, mais je pensais à mon cabinet que je voulais développer. J'étais au cabinet, mais je pensais à ma famille en disant je devrais passer plus de temps avec eux. J'étais frustré parce que, en termes de management, j'étais pas non plus top. Il y avait des demandes, des incompréhensions, une non-communication qui existait avec mon équipe. J'étais frustré pourquoi aussi? Parce que je trouvais qu'entre l'investissement que je donnais au cabinet, à mes patients, au temps passé et le bénéfice financier que j'en retirais, c'était pas non plus exceptionnel. Voilà, il y avait toutes ces frustrations. Donc extérieurement, on se dit ok, c'est super comme métier, la super dentisterie. Et puis en fait, quand on va un peu au fond des choses, il y avait plein de choses qui me frustraient. Et la leçon que j'ai apprise de tout ça, c'est que les choses qui me frustraient, c'était pas forcément de la clinique. Les choses qui me frustraient, c'était en fait tout l'à côté de la dentisterie. C'était quoi? C'était en premier lieu la communication avec les patients. Communiquer avec les patients ou communiquer avec mon équipe, mais là communiquer avec mes patients, c'est pas quelque chose d'inné. C'est pas facile de faire passer un message au patient. Le patient arrive avec des idées, vous devez lui apporter d'autres idées. Donc ça, c'était la première chose. Il va falloir que je devienne bon en communication pour augmenter mon taux d'acceptation et engager mes patients à faire la dentisterie que je veux produire. La deuxième chose, c'est les finances. Il va falloir que j'apprenne à gérer mon cabinet. Un cabinet, ce n'est pas juste j'encaisse du chiffre d'affaires, c'est quelles sont les dépenses, quels sont les ratios des dépenses. Comment je peux prévoir qu'un investissement va être favorable à mon cabinet ou pas? Et donc ça, il a fallu que je l'apprenne aussi. Il a fallu que j'apprenne aussi à faire des prévisionnels. Quand on débute une année, est-ce que je me laisse voguer comme ça sans avoir un prévisionnel de chiffre d'affaires avec des temps de passage pour m'assurer que économiquement le cabinet est viable ou pas? Et le dernier point qu'il a fallu que j'apprenne, c'est à manager. Manager les personnes, manager mon équipe, faire grandir mon équipe, motiver mon équipe, garder la motivation dans mon équipe. Là aussi, il a fallu que j'apprenne. Donc, pour moi, la clinique, c'est un des piliers du succès en dentisterie, mais ce n'est pas le seul pilier. Il faut aussi apprendre à communiquer, apprendre les finances du cabinet et apprendre le management. Tout ça, je l'ai appris au fil des années, jusqu'à 2022, où 2022, ici, vous avez un état des lieux de mon cabinet.
2022, on est 35 collaborateurs. Mes collaborateurs sont et mes associés minoritaires, les secrétaires, les assistantes, les prothésistes dans le cabinet. Et j'ai complètement switché d'un dentiste qui était finalement un dentiste juste soignant et pas chef d'entreprise à un dentiste soignant, chef d'entreprise. Comment j'ai switché là-dessus? J'ai switché parce que j'ai pris conscience que j'avais l'entière responsabilité de ma vie. Il fallait que j'arrête de me plaindre de choses. Ça ne sert à rien de se plaindre des choses qui arrivent. Elles arrivent ou elles n'arrivent pas, et elles arrivent souvent parce qu'on a fait des choix. Donc, j'ai décidé de renoncer à toutes les excuses. Il n'y avait plus d'excuses. Si quelque chose arrivait, c'est que j'avais fait les mauvais choix, et je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même. La deuxième chose que j'ai mis en place dans la responsabilité de ma vie, c'est de me dire, en fait, je fais des choix qui vont donner des résultats futurs. Si je fais toujours les mêmes choix, j'aurai toujours les mêmes résultats futurs. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter de faire toujours les mêmes choix, de faire toujours les mêmes choses. Vous voulez un changement? Il faut décider de faire des choses différenciantes. J'ai renoncé aussi à blâmer les autres, trouver des excuses. Ok, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, non, non. Si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que moi je l'ai décidé. Et encore une fois, si vous répétez les choses du passé, en fait, votre futur sera votre présent. Donc il va falloir changer les choses du passé et faire de nouvelles choses dans le présent. Il va falloir, dans la responsabilité de sa vie, définir la vision qu'on veut avoir. Et la vision qu'on veut avoir, la vision de ce qu'on a pour notre vie, pour notre cabinet, pour notre famille, pour nos finances, en fait, elle n'est pas si facile que ça à avoir. Pourquoi? Parce que la vision, elle est souvent influencée par l'entourage. Les gens qui vous entourent, inconsciemment, en fait, vont faire en sorte que vous allez avoir une certaine vision de ce que vous voulez faire. Et donc, avoir sa propre vision coupée de l'entourage en disant « je veux me réaliser pour telle chose, parce que c'est moi », ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose d'indispensable à faire pour pouvoir avancer. Donc, est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire? Et est-ce que cette vision, c'est vraiment vous qui voulez le faire, ou est-ce qu'elle est influencée par votre entourage et votre éducation? Donc, une fois que vous avez votre vision, vous allez, à partir de cette vision-là, décider de ce que vous voulez faire dans votre vie. Ça, c'est le principe numéro 2. Décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie. Ne vivez pas les rêves de quelqu'un d'autre, vivez votre propre rêve. Et un exercice à faire, en fait, c'est lister, écrire tout ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Que ce soit des moments avec votre famille, des voyages, un type de dentisterie, un type de cabinet, peu importe le domaine, écrivez ce que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est un des exercices très clairs. Et en écrivant ça, vous allez avoir une vision très claire de ce que vous voulez faire dans votre vie. Plus la vision est claire, plus vous allez atteindre vos objectifs. Les objectifs, donc se fixer des buts, avoir des objectifs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce qu'au départ, on va penser objectif et on va imaginer une montagne immense et on va se dire non, finalement, je ne vais pas le faire parce que jamais je vais atteindre le sommet. En fait, ce qu'il faut faire, c'est viser le sommet, donc imaginer très grand, rêver très grand, et ensuite, cette chose très grande, vous allez la diviser en tout petits objectifs. Donc j'ai un rêve très grand qui va être, je ne sais pas, par exemple, je ne suis pas du tout sportif et j'ai un rêve qui est de courir le marathon de New York. Je ne suis pas sportif, je veux courir le marathon de New York, c'est mon rêve. Il y a un écart, il y a un gap, il va falloir que je cours pendant 42 km et un peu plus. Et en plus, si le marathon de New York, je veux le faire en moins de 4 heures et que je ne suis pas du tout sportif, il y a quand même un challenge. Et donc, ça pourrait vous arrêter tout de suite en disant non, de toute façon, j'y arriverai jamais. Non, le rêve est je vais courir le marathon de New York en moins de 4 heures. Ça, c'est mon rêve. Et ensuite, je vais définir des sous-objectifs. Je vais le courir dans 2 ans. Donc, j'ai 2 ans pour me préparer. Donc, la première étape, je vais aller chercher un coach. L'étape suivante, je vais aller sélectionner une paire de chaussures. L'étape suivante, je vais commencer à m'entraîner le jour 1 avec le coach et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez arriver au bout de 2 ans à courir le marathon de New York. Voilà, c'est comme ça qu'on définit un objectif. On vise très gros, on rêve très grand,
On a notre objectif et on divise en petits objectifs. Quand on a des objectifs, un point important, c'est connaître le pourquoi de l'objectif. Je décide de courir le marathon de New York, je reviens sur cet exemple. Posez-vous la question pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, s'il n'y a pas un pourquoi très clair, très motivant dans votre tête, vous allez abandonner. En fait, la plupart du temps, on perd la motivation parce qu'on n'a pas un pourquoi assez fort. Donc à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, pensez à pourquoi vous voulez le faire. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec vous pendant ce webinaire sur la vision et la création d'objectifs. Créer des objectifs, ça prend du temps. Et il y a des lois du temps. Donc, assez succinctement sur les lois du temps, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de la première loi du temps. Il y en a plein de lois du temps, je vais vous en parler de deux, qui est la règle de Pareto. La règle de Pareto, c'est les 80-20. En fait, Pareto, il s'est aperçu dans son jardin qu'il faisait pousser des petits pois et que 20% des cosses, des plants de petits pois, rapportaient 80% de la récolte. Et en fait, 80% des plants ne rapportaient que 20% de la récolte. Et à partir de là, en fait, il a regardé. Et cette loi universelle s'applique à beaucoup de choses qu'on fait. Donc, par exemple, si on devait prendre un exemple, 80% des conséquences découlent de 20% des causes. 80% de mon chiffre d'affaires du cabinet est donné par 20% de mes patients. 80% des problèmes que je rencontre au cabinet sont donnés à 20%, sont dus à 20% de causes. À partir de là, quand vous comprenez, vous intégrez cette règle des 80-20, et ça va parler à tous ceux qui sont perfectionnistes, à un moment donné, il faut lâcher les 20%. Vous travaillez à 20% sur un projet et ça va vous donner 80% du résultat. Et là, il faut se poser la question, quel est l'intérêt d'aller travailler sur les 80% restants qui vont vous donner finalement que 20% de résultats? Quelquefois, c'est nécessaire, souvent, ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est la première règle, la loi de Pareto. La deuxième règle dont je voulais vous parler ce soir, c'est priorité versus urgence. Et ça, c'est la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est une matrice qui est très, très intéressante à connaître et à utiliser. En fait, c'est le urgent important. Donc Eisenhower, il a fait 4 catégories. Il a fait le A, urgent important. Urgent important, je vous donne un exemple, c'est, là je suis en train d'enregistrer le webinaire. Imaginez, j'ai un appel téléphonique de l'hôpital qui m'explique que mon père ou ma mère a eu un accident grave et qu'il faut que j'y aille rapidement. Je vais arrêter l'enregistrement du webinaire et je vais tout de suite partir les voir parce que c'est urgent important. Donc ça, vous voyez, on est dans l'extrême urgence. Ensuite, il y a le pas urgent important. Pas urgent important, c'est quelque chose d'important à mettre en place et à intégrer pour le développement d'un projet. Donc c'est le cadre 2, le cadre B. Ce sont des tâches qui sont importantes à faire, mais pas urgentes. Dans un cabinet dentaire, par exemple, ça va être le rangement des placards, l'archivage d'une pièce, le rangement d'une pièce pour pouvoir mieux travailler et éviter de perdre du temps. Typiquement, on ne le fait jamais parce que ce n'est pas planifié. Ça serait important de le faire parce qu'on sera plus efficace, mais ce n'est pas urgent parce que hier, je travaillais quand même comme ça et ça a fonctionné, et que demain, si je travaille comme ça va encore fonctionner. Ce cadre 2, c'est du temps qu'il faut avoir dans son planning. Ce cadre 2, c'est du temps que vos assistantes doivent avoir dans vos plannings. C'est du temps que les secrétaires doivent avoir dans leur planning. En gros, c'est du temps où elles ont le temps de travailler sur des tâches importantes, mais qui ne sont pas du quotidien. Ensuite, il y a les tâches 3, qui sont l'urgent, pas important. Donc l'urgent, pas important, c'est des choses qui, on verra un peu plus tard dans le webinaire, on va déléguer. Donc tout ce que vous pouvez déléguer, en fait, ce n'est pas important pour vous. Ça peut être urgent et il faut le déléguer à ce moment-là. Et ensuite, il y a la catégorie 4, le D, qui n'est ni urgent ni important. Et tout ça, il va falloir l'éliminer. En gros, quand je regarde une série sur Netflix, quand je suis sur les réseaux sociaux en train de scroller mon écran, est-ce que c'est important? Non. Est-ce que c'est urgent? Non.
Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, c'est un temps de relaxation? Oui. Mais je ne dois pas consacrer tout mon planning à ça. Le troisième point sur la gestion du temps, c'est apprendre à dire non. Et ça, c'est pas facile de savoir dire non. Mais savoir dire non, c'est dire oui à vos rêves. Donc à chaque fois que vous dites non à un projet, c'est que vous dites oui à un autre projet. Donc à vous de voir quels sont vos projets les plus importants. Et en fonction de vos projets les plus importants, les nouveaux projets qui vont arriver, à un moment donné, il va falloir leur dire non pour se consacrer au projet le plus important pour vous. Le troisième pilier, premier pilier, j'ai une vision très claire. Le deuxième pilier, je sais gérer mon temps. Le troisième pilier, c'est le rôle du manager. Quel est le rôle d'un manager? Un manager, c'est quelqu'un qui va faire grandir son équipe. Un manager, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle. Un manager, c'est comme un très bon professeur. Je pense que dans votre parcours scolaire, vous avez rencontré un professeur qui vous a marqué. Et si je vous demande qu'est-ce qu'il vous a marqué, pourquoi il vous a marqué, la plupart du temps, c'est qu'il nous a marqué parce qu'il nous a accompagnés, il nous a fait grandir. Et c'est ça le rôle d'un manager. Faire grandir les personnes avec qui vous travaillez, tous les jours. Le but, c'est qu'au final, le manager, en fait, on n'ait plus besoin de lui. Imaginez, vous avez fait grandir votre équipe. Chaque personne autour de vous a grandi, sait exactement ce qu'elle a à faire et finalement ne vous demande plus rien. Vous pourriez dire, en fait, je ne sers plus à rien. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Le manager ne sert plus. Alors, ça n'arrive jamais parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à mettre en place. Mais vous voyez, par exemple, dans l'image ici, où on a l'équipe de Formule 1 qui est en train de changer les pneus et de remettre de l'essence dans la voiture, chaque personne sait ce qu'elle a à faire. Et en fait, le manager, il est probablement là, quelque part, à regarder que tout s'enchaîne bien, mais il n'est pas là pour corriger et contrôler les gens à ce moment-là. Quelles sont les trois postures principales d'un manager? Un manager, en fait, il est trois choses en même temps. Il est d'abord chef, il est leader et il est coach. Il est chef très peu de temps, en fait. Un manager, il fait très peu le chef. Il fait le chef quand? Il fait le chef quand il cadre. Donc la première fois où vous embauchez quelqu'un, par exemple, vous allez lui donner les cadres. Tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. Les tâches que tu as à faire sont celles-ci, celles-ci, celles-ci. Ça, c'est un chef. On fixe le cadre. Il est chef aussi quand il doit recadrer. Il y a une erreur de fait, il y a un recadrage, il est chef. Il est chef aussi en temps de crise, quand il y a eu le Covid et qu'il y a eu le confinement et qu'il a fallu tout fermer. Là, on a tous joué notre rôle de chef. On a pris des décisions rapides, efficaces. Donc en période de crise, il joue le rôle de chef. Et puis il va jouer le rôle de chef aussi quand, dans un management qu'on va dire démocratique, où tout le monde va s'exprimer, s'il n'y a pas consensus, à un moment donné, il faut que quelqu'un décide et c'est le chef qui va décider. Donc on voit que le manager-chef, en fait, il est très très peu présent. Le manager, il est aussi leader. Alors là, par contre, le manager-leader, il va être là très fréquemment. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer, il va montrer l'exemple, il va motiver son équipe, il va partager sa vision, la vision qu'il va avoir de commune avec l'ensemble de son équipe, et l'équipe va proposer des solutions au leader. Donc le leader va recevoir des propositions, des solutions, et puis après, il va les mettre en place ou pas en fonction de la politique du cabinet. Il faut retenir en tant que leader qu'on n'est pas au-dessus de l'équipe. En fait, on est dans l'équipe, on est avec l'équipe. On travaille avec notre équipe. On n'est pas chef, je suis au-dessus, c'est à vous de faire les tâches. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez engager votre équipe, vous devez être leader et être avec votre équipe. Et la troisième posture du manager, c'est le coach. Le coach, c'est ce que je vous racontais au départ, en fait, il est là pour aider à faire grandir la personne. Si vous faites du sport, le coach que vous prenez en sport, que ce soit encore une fois pour courir un marathon ou pour vous entraîner au tennis ou pour aller à la salle de gym, en fait, le coach, il est là pour vous aider à progresser. Si vous gardez ça en tête, votre rôle de manager, c'est de faire progresser les personnes qui travaillent avec vous. Le management,
il est sur mesure. On a 4 types de management. On a, nous, individuellement, un management qu'on préfère. Donc, quels sont les 4 types de management? Il y a le management autocratique, le management démocratique, le bienveillant et le laisser-faire. Spontanément, on préfère plutôt l'un que l'autre. Moi, spontanément, je suis un management laisser-faire. D'autres, spontanément, vont avoir un management qui va être plutôt autocratique. Autocratique, ça va être je décide de comment on doit le faire et je t'impose, tu dois faire les choses comme ça, comme ça, comme ça et tu dois suivre les règles. Et à l'opposé, on a le laisser-faire qui est de dire l'objectif c'est ça, fais comme tu veux, peu importe les moyens que tu utilises, ce qui est important c'est que tu arrives au résultat. Vous avez un management qui est démocratique, c'est l'objectif c'est celui-là, on se réunit tous, quelles sont les actions qu'on doit mettre en place pour atteindre l'objectif et on décide ensemble des actions. Et puis il y a un management qui est bienveillant. Le management bienveillant, c'est un management qui ne va pas manager sur les chiffres et sur des objectifs, mais sur le bien-être de la personne. Donc je ne m'occupe pas plus que ça de l'objectif qu'on va atteindre. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois heureux dans l'entreprise. Si tu es heureux dans l'entreprise, pour moi, c'est que tu vas donner le meilleur pour l'entreprise. Donc tant que tu es heureux dans l'entreprise, je sais que tu vas performer. Et donc, je vais manager de cette manière-là. Vous, en tant que manager, vous allez devoir passer de l'un à l'autre en fonction des tâches que vous allez donner aux personnes qui travaillent avec vous, mais aussi en fonction des types de personnalités. Donc, les types de personnalités, ici, on a un exemple de process communication. Vous pouvez utiliser d'autres analyses de personnalité. Moi, j'aime bien les process communication. En fait, dans les process communication, vous avez différentes personnalités. Le rebelle, le rêveur, le persévérant, le travaillomane, l'empathique et le promoteur. Ces personnalités différentes, il faut leur parler de manière différente. Il faut leur parler de manière à ce que vous rentrez en communication avec elles. Et il va falloir les manager d'une manière différente. On va prendre quelques exemples. Si vous avez un empathique, le style de management, ça va être du bienveillant. Si j'ai un empathique, ce que je veux, c'est que la personne se sente bien dans l'entreprise. Et donc, elle va performer dans l'entreprise. Mais si je manage de manière autocratique, par exemple, un rebelle c'est qui? Un rebelle, c'est quelqu'un de créatif. Un rebelle, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les règles, les contraintes. Un créatif qui ne supporte pas les règles, les contraintes. Le rebelle, si je le manage en autocratique où je lui fixe un cadre rigide, jamais il travaillera correctement. Par contre, le rebelle, il faut que je le manage de manière laisser-faire. Il n'y a pas de cadre. Fais comme tu veux, l'objectif c'est celui-ci. Donc tu atteindras l'objectif. Maintenant, les moyens que tu mets pour atteindre l'objectif ne me regardent pas, tu fais comme tu veux. Donc ça, c'est les différents types de management. Dans le management, il y a une chose qu'on a des fois du mal à faire, c'est la délégation. La délégation, en fait, on a du mal à le faire. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné par des drivers. Les drivers, c'est quoi? En fait, c'est des croyances que l'on a intégrées quand on était petit. Avant l'âge de 6 ans, en fait, on a intégré ces croyances. En fait, ce que nous ont dit nos parents, on fait que je me perçois comme ça ou comme ça. Donc, il y a 5 drivers qui sont fait plaisir aux autres pour être aimé. Il y a le driver soit parfait, tout ce que je fais doit être parfait. Donc forcément, ça sort une personne perfectionniste. Et la personne perfectionniste, on va voir qu'elle a du mal à déléguer. On a le soit fort. Le soit fort, c'est ne pleure pas. On a le dépêche-toi, vite, 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 il faut faire les choses vite. Et on a fait des efforts. Si je ne fais pas d'efforts, je ne peux pas être récompensé. Si je n'ai pas travaillé dur, je ne peux pas réussir. Donc probablement que vous vous reconnaissez dans un des 5 drivers, soit peut-être dans 2 des 5 drivers, ça c'est pas forcément un seul. Qu'est-ce que veulent dire ces drivers? Ces drivers veulent dire que, par exemple, le fait plaisir. Le fait plaisir, c'est quelqu'un qui a des difficultés à dire non. Si vous avez des difficultés à dire non, c'est que dans votre enfance, en fait, on vous a presque interdit de dire non. Il fallait faire plaisir et donc je dis oui. Si vous mettez une personne avec un driver fait plaisir à l'accueil, le patient appelle, l'agenda est plein,
la personne, la secrétaire, le secrétaire fait plaisir, va trouver une place pour faire plaisir au patient. Et ce qui ne va pas vous faire forcément plaisir dans votre planning. Tu dois être parfait, en fait, vous n'allez jamais déléguer. Toujours, vous allez refaire les choses parce que c'est mieux fait, parce que ce n'est pas assez parfait pour vous. Le soit parfait, c'est jamais vous allez lancer un projet. Parce que c'est jamais assez bien, il faut encore retravailler dessus. Vous voulez peut-être sortir un nouveau site internet. Ce site internet, il met des mois et des mois à sortir parce que, oui, mais la photo là va pas, oui, mais il faut que je retravaille le texte, oui, mais la typographie, et en fait, ça ne sort jamais. Si vous êtes soit fort veut dire que vous attendez des autres d'être forts, donc débrouille-toi tout seul. Si vous êtes soit fort, vous allez attendre des autres qui ne viennent pas vous déranger pour vous demander conseil. Dépêche-toi, c'est tu dois faire tout de suite, très rapidement. Et donc, vous attendez des autres qui fassent la même chose que vous. Et le fait des efforts, j'attends des autres qu'ils travaillent très dur pour les récompenser. Peut-être qu'ils ont été très efficaces très rapidement, mais vous n'allez pas les récompenser parce qu'ils n'ont pas sué pour réussir la tâche que vous leur avez donnée. Donc avec tous ces drivers, en fait, on a des difficultés à déléguer correctement. La délégation, elle se fait par étapes. La délégation, en fait, la première étape, c'est que le salarié, il va vous observer. On va prendre un exemple très simple de délégation qui va être la stérilisation. Ça va parler à tout le monde. Donc, je viens d'embaucher une personne qui ne connaît rien à la stérilisation. Et donc, la première étape, je vais dire à cette personne, écoute, tu regardes, je t'explique les protocoles et tu regardes comment je fais. C'est la première étape de la délégation. On regarde, on observe. La deuxième étape de délégation, c'est qu'on va dire à la personne, tu vas stériliser, mais à chaque étape de stérilisation, tu viens me chercher pour que je vérifie que c'est correctement fait. Trempage, bac à ultrasons, et à chaque étape, elle vient nous montrer est-ce que c'est fait correctement ou pas. La troisième étape de délégation, c'est que la personne elle va faire la stérilisation de A à Z, et elle nous dit juste, à la fin, la stérilisation est finie, et vous venez vérifier que la stérilisation est bien faite. Et la quatrième étape, c'est que la personne va stériliser de A à Z, et ne vous appelle même pas. Et quand je prends cet exemple de la stérilisation, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans les cabinets dentaires. Aujourd'hui, dans les cabinets dentaires, vous n'allez pas vérifier la stérilisation. Vous considérez que la stérilisation est faite correctement. Vous avez délégué cette tâche-là. Imaginez en fait toutes les tâches que vous pouvez déléguer de la même manière. Et ça, c'est un exercice très intéressant à faire. C'est que pouvez-vous déléguer? Vous prenez une feuille, un stylo, vous listez tout ce que vous faites dans une journée, tout ce que vous faites dans une semaine, vraiment tout. Et vous regardez est-ce que vous avez de la plus-value ou pas. Et si vous n'avez pas de plus-value, réfléchissez à qui et comment vous pouvez déléguer les choses. Et ça va vous libérer du temps. Le dernier point qu'on va aborder pendant ce webinaire, c'est la finance. La finance du cabinet dentaire. C'est un point important, encore plus aujourd'hui avec toutes les technologies et tous les achats, les investissements qu'il faut faire. Ça nécessite de travailler non pas que dans l'entreprise, mais sur son entreprise. C'est quoi travailler dans l'entreprise? Travailler dans l'entreprise, c'est j'arrive le matin et je vais soigner mes patients. Je travaille dans l'entreprise, je mets mes gants et je soigne mes patients. Ça, c'est dans l'entreprise. Travailler sur l'entreprise, c'est arriver le matin et se consacrer 90 minutes par semaine à réfléchir et à analyser l'activité de votre entreprise. Donc, je ne suis pas en train de travailler avec mes mains, je suis en train de travailler avec mon cerveau et je ne suis pas en train de travailler sur patient, mais je suis en train de travailler soit sur une feuille, soit sur un ordinateur. Et j'analyse, je pilote mon cabinet dentaire, que ce soit en termes de management ou en termes de finance. Comment piloter votre activité dentaire? Votre activité dentaire, elle doit se piloter, elle doit se planifier. Vous devez faire un prévisionnel. Donc, une des premières choses à faire, c'est de faire un planning annuel avec le nombre de jours de travail que vous souhaitez. Combien de jours de travail vous souhaitez effectuer au cabinet? Combien de jours de formation vous voulez faire pour l'année prochaine? Combien de jours de vacances vous voulez pour l'année prochaine? Il faut planifier ça afin de déterminer ensuite le chiffre d'affaires qu'il va falloir faire. Pour faire ça, pour déterminer le chiffre d'affaires qu'il va falloir faire pour que l'activité économique
soit florissante dans votre cabinet dentaire. Il va falloir connaître le coût horaire de votre cabinet et il va falloir aussi réfléchir, savoir quel salaire vous voulez sortir de votre cabinet dentaire. Et ça, quand je suis en séminaire et que je pose la question aux dentistes, souvent ils ne savent pas. Et ce que je leur dis, c'est mais oui, mais quand vous embauchez une assistante, elle sait combien elle vaut et combien elle veut gagner. Et ça choque personne. Et vous, finalement, qui êtes le chef d'entreprise de votre cabinet, vous ne savez pas combien vous voulez gagner. Donc il faut réussir à marquer un chiffre. Combien vous voulez gagner ? 3, 5, 10, 15 000, combien vous voulez gagner? Une fois que vous avez le nombre de jours, une fois que vous avez le coût horaire du cabinet, une fois que vous avez le salaire que vous voulez, en fait, vous allez pouvoir créer un prévisionnel avec, au mois de janvier, je vais travailler 8 jours, je vais travailler 10 heures par jour, ça fait 80 heures dans le mois, et en fonction du taux horaire et de ce que je veux gagner, je vais devoir produire 32 000 euros de chiffre d'affaires. Et si je produis 32 000 euros de chiffre d'affaires et que mes coûts, mes dépenses sont maîtrisés, je sais combien je vais gagner à la fin du mois. Et vous pouvez faire un prévisionnel de votre année. Et donc, c'est le genre de tableau que je tiens au cabinet dentaire avec le nombre de jours de travail, le taux horaire de chacun, le nombre d'heures de travail et donc le chiffre d'affaires qu'il faut essayer d'atteindre pour que tout le monde soit content au cabinet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dentistes sont contents parce qu'ils sont payés ce qu'ils veulent être payés, mais aussi l'entreprise est contente parce qu'elle a suffisamment d'argent pour payer les salaires de tout le monde, parce que c'est aussi le rôle, pour moi, premier de l'entreprise, c'est de payer les salaires de tout le monde. Piloter l'activité de son cabinet, c'est aussi suivre le taux d'acceptation de ses devis. Vous donnez des devis aux patients, est-ce qu'ils sont acceptés? À quel taux d'acceptation? Est-ce que vous êtes à 30%? Est-ce que vous êtes à 50%? Est-ce que vous êtes à 80%? C'est quoi le taux d'acceptation? Et qu'est-ce que vous faites des patients qui n'ont pas répondu? Parce que la plupart du temps, ils n'ont même pas forcément dit non, ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce que vous faites? Là, il faut avoir une politique là-dessus. Normalement, un cabinet dentaire, en omnipratique, on est aux alentours de 55-60% de taux d'acceptation. Si vous êtes un spécialiste avec des correspondants, le taux d'acceptation, il doit être à 80% minimum. Et si vous êtes un jeune en train de se former, le taux d'acceptation, il est probablement plus aux alentours de 30%. Et tout ça, ça s'analyse, ça se travaille et ça s'améliore. Les finances du cabinet, il faut aussi piloter les encaissements. Les encaissements, vous pouvez avoir un super chiffre d'affaires et vous pouvez très bien avoir un compte en banque qui est dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de chèques en attente, beaucoup de traitements que vous avez finis, mais les patients n'ont pas payé au fur et à mesure et ont payé à la fin. Donc là, ici, on voit un exemple où il y a eu un traitement de fait et finalement, le patient dit à la fin, écoutez, je vous paye, mais attendez 3 semaines, 1 mois, 2 mois que mes mutuelles, mes assurances remboursent. Sauf que vous, pendant ce temps-là, il faut payer le loyer, il faut payer les assistantes, il faut payer le prothésiste, il faut payer tout le monde, et que ça sort de la trésorerie et que vous avez un compte en banque qui va être dans le rouge alors que le chiffre d'affaires est super bon. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une entente financière avec le patient au début et faire payer le patient au fur et à mesure de son traitement pour qu'au final, la somme qu'il ait à payer au dernier rendez-vous soit idéalement à 0 ou très proche de 0. Et donc, comme vous avez fait les encaissements au fur et à mesure en fonction du temps passé, vous n'avez pas de problème de trésorerie. Un point important là-dessus, c'est quand on fait de l'orthodontie, avec des gouttières invisibles, attention parce que le coût des gouttières à l'achat est quelque chose en pourcentage du montant global du devis assez important et que c'est quelque chose qu'il faut payer très rapidement au fournisseur. Donc, attention, le patient doit payer au minimum le prix que vous allez avoir à payer au fournisseur. Attention à ce point particulier. Quand vous pilotez l'activité économique de votre cabinet, ça vous aide aussi à remplir l'agenda de manière intelligente. Quelle est la relation avec l'agenda? Dans l'agenda, il y a des rendez-vous qui sont très importants. Il y a des rendez-vous de NP, c'est les nouveaux patients. Ça, c'est des rendez-vous très importants. Il faut déterminer un certain nombre de nouveaux patients par semaine, par jour, parce que c'est sur ces nouveaux patients que vous allez faire les futurs traitements et le futur chiffre d'affaires du cabinet.
Donc si vous passez un mois sans nouveaux patients, vous allez voir en décalage les mois suivants avec une diminution du chiffre d'affaires. Ensuite, les deuxièmes rendez-vous très importants, c'est les rendez-vous de haute productivité. En fait, c'est des rendez-vous qui génèrent beaucoup d'argent au cabinet dentaire. Ils sont aussi très importants parce que c'est eux qui font vivre le cabinet dentaire d'un point de vue économique. Et c'est des rendez-vous qui sont plutôt longs, étalés. Et ça vous permet en fait de positionner ces rendez-vous en fonction du chiffre d'affaires que vous voulez faire par jour. Donc là, ici, vous avez un exemple sur la slide où on voit les HP, en fait, c'est qu'est-ce que le rendez-vous va rapporter au cabinet dentaire. Et donc, je détermine au départ par jour combien le cabinet devrait rentrer d'argent et je fais en sorte de mettre les rendez-vous qui vont me permettre de rentrer cet argent-là. Alors, s'il y a une journée où on est en dessous, ce n'est pas grave. S'il y a une semaine où on est en dessous, mais que la semaine d'après, on est largement au-dessus, ce n'est pas grave. Mais si j'enchaîne 3 semaines où je suis sous l'objectif, je sais que ça va être problématique pour ma trésorerie et que le banquier va m'appeler parce qu'on va être dans le rouge. Donc, ça me permet, le pilotage financier du cabinet me permet de gérer mon agenda de manière intelligente. Là, on a parlé beaucoup de recettes et de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose qu'on doit vérifier aussi, c'est la trésorerie. Donc la trésorerie, c'est chiffre d'affaires moins les dépenses. Et il faut connaître son ratio de dépenses. Quel est le ratio de la masse salariale de vos salariés? On sait qu'on doit être entre 13 et 17%. Et donc, est-ce que vous le contrôlez? Quel est le ratio de votre loyer? Quel est le ratio de votre prothèse? Quel est le ratio de l'achat de vos implants? Quel est le ratio de vos leasings? Donc tout ça, ça doit être vérifié mois par mois. On fait ici un tableau de trésorerie où on a le solde initial, les recettes et puis toutes les dépenses qu'on va avoir, les labos, les prélèvements, l'URSSAF qui va tomber, le salaire des dentistes, le salaire des assistantes, les charges sociales d'assistantes, les emprunts, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on vérifie mois par mois que l'on ne dépense pas trop d'argent, parce que si, encore une fois, vous faites un super chiffre d'affaires par rapport à votre prévisionnel, mais que vous dépensez 2 fois plus, en fait, le cabinet, économiquement, ne va pas survivre. Tout ça, vous faites des réunions financières 1 fois par mois, vous bloquez le cabinet, vous travaillez sur votre entreprise à ce moment-là, et vous regardez tous les chiffres. Ça ne met pas très longtemps à regarder les chiffres, on met une demi-heure, 45 minutes, on analyse tous les chiffres, on est bon, on n'est pas bon, si on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on corrige pour le mois prochain? Et donc on a ce type de tableau avec les chiffres d'affaires et on a un autre tableau avec toutes les dépenses. Le succès en dentisterie, ou le succès en général, laisse toujours sa marque. Il y a toujours des gens qui ont fait ce que vous rêvez de faire. Et l'idée, c'est de dire, en fait, ces gens-là, il faut que je me rapproche d'eux, il faut que je les contacte, il faut que je lise sur eux, il faut que je communique avec eux, parce que ces gens-là vont vous éviter de faire des erreurs. Ils ont fait les erreurs pour vous, ils vont vous faire gagner du temps. Donc ces gens-là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle des mentors, ça s'appelle des coachs. C'est des gens qui ont déjà vécu ce que vous voulez réaliser. Et cela, en fait, on l'a monté dans GAD Consulting. GAD Consulting, en fait, c'est une société d'accompagnement que j'ai créée avec Fanny Taburel. Fanny Taburel, elle est coach de dirigeants. Et en fait, on s'est associés et on a créé GAD Consulting pour accompagner les cabinets dentaires à grandir, que ça soit aussi bien sur la partie économique que management, que création de cabinet, que développement de cabinet. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site internet gad-consulting.fr et aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, et vous avez aussi l'Instagram de GAD Center pour les formations cliniques et le site internet pour les formations cliniques GAD Center et GAD Consulting pour l'accompagnement, le coaching. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. À très bientôt.